Le vrai usage de la richesse est un essai fondamental publié en 1889 par Andrew Carnegie, industriel et philanthrope américain connu en anglais sous le titre The Gospel of Wealth. Dans ce texte court mais puissant, Carnegie expose une idée révolutionnaire. La richesse n'est pas un privilège personnel, mais une responsabilité morale. Selon lui, l'homme riche n'est pas propriétaire absolu de sa fortune, mais administrateur temporaire au service du progrès social. L'argent ne doit ni être accumulé égoïstement, ni transmis passivement, mais investi avec intelligence pour élever la société. Sur la chaîne Puissants livres oubliés, nous redécouvrons cette vision exigeante du capitalisme responsable et de la philanthropie stratégique. Introduction. Dans le vrai usage de la richesse, adaptation française de The Gospel of Wealth, Andrew Carnegie part d'un constat lucide. La société industrielle moderne a profondément transformé le monde, mais elle a aussi creusé des écarts immenses entre les individus. D'un côté, une minorité accumule des fortunes colossales grâce au développement des industries, des chemins de fer, de l'acier et du commerce. De l'autre, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions modestes, parfois précaires. Cette concentration extrême des richesses suscite critiques, tensions sociales et accusations d'injustice. Pourtant, Carnegie adopte une position surprenante pour son époque. Selon lui, cette inégalité n'est pas nécessairement un mal absolu. Elle est même, dans une certaine mesure, le produit du progrès. La modernité industrielle a permis une efficacité, une innovation et une croissance sans précédent. La concentration des richesses entre les mains de quelques individus capables d'organiser, d'investir et de diriger de grandes entreprises a contribué à élever le niveau général de la société. Le problème, affirme-t-il, ne réside donc pas dans l'existence de grandes fortunes, mais dans la manière dont elles sont utilisées. La question morale n'est pas « faut-il être riche ?», mais « que fait-on de sa richesse ?» Carnegie refuse deux solutions qu'il juge insuffisantes, laisser l'argent dormir dans l'accumulation personnelle ou le transmettre intégralement par héritage sans responsabilité. Pour lui, la richesse n'est pas un droit absolu, mais une mission. Il considère l'homme riche comme un administrateur temporaire des ressources que la société lui a permis d'acquérir. Cette vision transforme radicalement la notion de propriété privée. Posséder ne signifie pas jouir sans limite, mais gérer avec sagesse et vision. Il pose alors une question centrale, presque provocatrice. Que doit faire un homme riche de sa fortune? Sa réponse est claire et radicale. La richesse doit être redistribuée intelligemment du vivant, de celui qui l'a accumulée. Non pas sous forme d'aumônes passives qui entretiennent la dépendance, mais sous forme d'investissements stratégiques qui créent des opportunités durables. Il s'agit de financer l'éducation, les bibliothèques, les institutions culturelles, les infrastructures qui permettent aux individus de s'élever par eux-mêmes. Ainsi, Carnegie ne prône pas l'égalitarisme forcé ni la charité émotionnelle. Il défend une responsabilité consciente et structurée. La fortune devient alors un outil de transformation sociale. Elle cesse d'être un simple symbole de pouvoir pour devenir un levier d'élévation collective. Cette idée audacieuse constitue le cœur de son message. La richesse n'a de véritable valeur que lorsqu'elle sert à construire l'avenir et à multiplier les opportunités pour les générations suivantes. Leçon 1. L'inégalité est un produit du progrès. Dans Le vrai usage de la richesse, adaptation française de The Gospel of Wealth, Andrew Carnegie développe une idée qui peut sembler provocatrice.
L'inégalité n'est pas nécessairement une anomalie du système moderne, mais une conséquence naturelle du progrès. Pour comprendre sa position, il faut replacer sa réflexion dans le contexte de la révolution industrielle du XIXe siècle. Les sociétés traditionnelles, plus simples et plus rurales, connaissaient certes moins d'écarts spectaculaires entre les individus, mais elles offraient aussi moins d'opportunités, moins d'innovation et un niveau de vie globalement plus bas. La modernité industrielle, en revanche, a bouleversé l'organisation sociale, multiplié les capacités de production et transformé radicalement les conditions matérielles d'existence. Carnegie observe que le progrès technologique et économique ne distribue pas ses fruits de manière uniforme. Les individus capables d'organiser la production, de prendre des risques, d'innover et de diriger des entreprises à grande échelle accumulent naturellement davantage de richesses que ceux qui exécutent des tâches spécialisées ou répétitives. Cette concentration n'est pas, selon lui, le résultat d'une injustice systématique, mais la manifestation d'une efficacité accrue. Le système industriel récompense la compétence organisationnelle, la vision stratégique et la capacité à coordonner des ressources humaines et matérielles complexes. Dans cette logique, la fortune devient la conséquence d'une fonction particulière dans la structure économique moderne. Il insiste sur un point essentiel. Comparer la société industrielle aux sociétés anciennes uniquement à travers le prisme de l'inégalité est une erreur d'analyse. Certes, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont plus visibles et plus impressionnants. Mais le niveau de vie moyen s'est considérablement amélioré. Les biens autrefois réservés à une élite sont devenus accessibles à une majorité. Les maisons sont mieux construites, les vêtements plus variés, l'accès aux produits manufacturés plus large. Le progrès technique a rendu possible une abondance relative que les générations précédentes n'auraient pu imaginer. L'inégalité, dans cette perspective, est le prix à payer pour une société plus dynamique et plus productive. Carnegie refuse ainsi l'idée romantique d'un passé égalitaire et harmonieux. Dans les sociétés pré-industrielles, les différences existaient aussi, mais sous d'autres formes. La mobilité sociale était souvent plus limitée, les opportunités plus rares, les structures plus rigides. La modernité, malgré ses déséquilibres, offre des possibilités d'ascension et d'initiatives individuelles inédites. L'accumulation de capital permet le financement de nouvelles entreprises, l'expansion des infrastructures et la création d'emplois. La concentration des richesses n'est donc pas simplement un phénomène d'accaparement, mais un mécanisme qui alimente le développement économique. Cependant, reconnaître l'inégalité comme produit du progrès ne signifie pas l'ignorer ou la glorifier. Carnegie adopte une position nuancée. Il admet que les écarts peuvent générer tensions et ressentiments. Il comprend que la vue d'immenses fortunes peut provoquer un sentiment d'injustice chez ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Mais il affirme que la solution ne réside pas dans la suppression de la richesse, ni dans l'égalisation forcée des conditions. Une telle approche risquerait d'étouffer l'initiative, de décourager l'innovation et de freiner le dynamisme économique. Pour lui, le véritable enjeu est moral et non purement économique. Il s'agit de savoir comment la richesse concentrée est utilisée. La logique de Carnegie repose sur une vision organique de la société. Il compare implicitement le corps social à un organisme complexe où chaque partie remplit une fonction spécifique. Les entrepreneurs et les industriels jouent un rôle d'organisation et de coordination. Les travailleurs apportent leur force et leurs compétences. Les institutions publiques encadrent et régulent. L'efficacité du système dépend de la complémentarité de ces rôles.
L'inégalité des revenus reflète cette différenciation fonctionnelle. Elle n'est pas une anomalie, mais le reflet d'une structure complexe adaptée à la production moderne. Il observe également que la concentration du capital permet des réalisations impossibles dans un système fragmenté. Les grandes infrastructures, les chemins de fer, les industries lourdes nécessitent des investissements massifs que seule une accumulation significative de ressources peut financer. La dispersion totale des richesses rendrait ces projets irréalisables. Ainsi, paradoxalement, la concentration devient un moteur du développement collectif. Elle permet la création d'équipements, d'emplois et de services qui bénéficient à l'ensemble de la société. Carnegie ne nie pas les difficultés individuelles ni les injustices ponctuelles. Il reconnaît que le système peut produire des excès et des abus, mais il distingue entre les imperfections humaines et la logique structurelle du progrès. Pour lui, l'erreur serait de confondre les dérives individuelles avec le principe général. Le progrès économique, fondé sur l'innovation et la liberté d'entreprise, entraîne inévitablement des différences de revenus. Chercher à supprimer ces différences reviendrait à freiner le mécanisme même qui élève le niveau de vie général. Sa réflexion s'inscrit également dans une conception évolutionniste de la société. Le progrès n'est pas linéaire ni uniforme. Il implique des ajustements, des tensions et des rééquilibrages constants. L'inégalité apparaît comme une phase transitoire d'un système en transformation rapide. La question cruciale n'est donc pas de revenir à une égalité artificielle, mais de canaliser les effets du progrès vers des finalités plus élevées. La richesse concentrée doit devenir un outil de développement moral et intellectuel, et non un simple instrument de luxe personnel. Cette analyse conduit Carnegie à une distinction fondamentale entre richesse personnelle et richesse sociale. La fortune accumulée par un individu n'est jamais le fruit de son seul effort. Elle résulte d'un environnement économique, d'infrastructures publiques, d'une main-d'œuvre formée et d'un cadre juridique stable. L'industriel prospère parce que la société lui offre des conditions favorables. Dès lors, la concentration des richesses, bien que légitime dans le cadre du progrès, crée une obligation morale. Le riche ne peut ignorer qu'il doit son succès à un système collectif. En affirmant que l'inégalité est un produit du progrès, Carnegie cherche à dépasser l'opposition simpliste entre riches et pauvres. Il propose une lecture structurelle du phénomène. Le progrès technique transforme les modes de production, modifie la distribution des rôles et engendre des écarts visibles. Mais ces écarts ne sont pas nécessairement synonymes d'injustice systémique. Ils peuvent coexister avec une amélioration générale des conditions de vie. La modernité, malgré ses contrastes, offre plus d'opportunités que les sociétés traditionnelles. Sa position peut sembler optimiste, voire idéaliste. Pourtant, elle repose sur une observation concrète des transformations industrielles de son époque. Les grandes fortunes, comme la sienne, sont nées d'innovations organisationnelles et technologiques. Elles ont permis la production de biens à grande échelle, la baisse des coûts et l'élargissement de l'accès à des produits auparavant rares. L'inégalité devient alors l'indice d'un système productif puissant, capable de générer une abondance relative. Il reste que cette abondance ne garantit pas une justice automatique. Carnegie ne prétend pas que le marché résout tout. Il affirme simplement que le progrès économique crée des conditions nouvelles avec leurs avantages et leurs défis. L'inégalité, loin d'être une fatalité tragique, peut devenir un levier de transformation si elle est accompagnée d'une conscience morale. Le riche doit reconnaître que sa position est le résultat d'un système collectif et agir en conséquence. Ainsi,
La réflexion de Carnegie ne se limite pas à une justification du capitalisme industriel. Elle prépare le terrain pour une exigence éthique. Si l'inégalité est un produit du progrès, alors le progrès doit être orienté vers le bien commun. La concentration des richesses n'est acceptable que si elle débouche sur une redistribution intelligente et volontaire. Le progrès matériel doit s'accompagner d'un progrès moral. En définitive, cette première analyse pose les bases de toute sa pensée. Elle invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre les mécanismes profonds de la modernité. L'inégalité n'est pas un simple scandale à dénoncer, ni un triomphe à célébrer. Elle est un phénomène structurel, lié à la complexité croissante des sociétés industrielles. La véritable question n'est pas de supprimer le progrès, mais de l'humaniser. Carnegie ouvre ainsi un débat toujours actuel. Comment concilier efficacité économique et responsabilité morale dans un monde où la richesse se concentre naturellement entre les mains de ceux qui dirigent et organisent la production? Leçon 2. La richesse implique une responsabilité. Dans la continuité de sa réflexion développée dans The Gospel of Wealth, Andrew Carnegie affirme avec force qu'accumuler une grande fortune ne constitue pas simplement un succès économique, mais l'acquisition d'un pouvoir immense. Or, dans toute société civilisée, le pouvoir n'est jamais neutre. Il influence des vies, façonne des opportunités, oriente des décisions collectives et détermine l'accès aux ressources. Ainsi, celui qui possède une richesse considérable détient bien plus qu'un capital financier. Il détient une capacité d'impact sur la trajectoire sociale. Cette capacité crée une obligation morale. La richesse, dans cette perspective, cesse d'être un privilège purement personnel pour devenir une charge, presque un mandat implicite confié par la société. Carnegie développe une vision exigeante de la fortune. Il ne la considère pas comme un simple droit acquis par le travail ou l'intelligence. Certes, l'industriel ou l'entrepreneur peut avoir fait preuve d'ingéniosité, de courage et de discipline. Mais aucune grande richesse ne se construit isolément. Elle dépend d'infrastructures publiques, d'un cadre juridique stable, d'une main-d'œuvre éduquée, d'un marché organisé et d'un environnement social favorable. L'accumulation est donc toujours le fruit d'un écosystème collectif. Reconnaître cette interdépendance transforme la perception de la propriété. Le riche devient administrateur de ressources qui, en un sens plus large, appartiennent aussi à la société qui a rendu leur création possible. La responsabilité morale découle directement de cette réalité. Posséder un pouvoir économique signifie pouvoir orienter des investissements, créer ou supprimer des emplois, soutenir ou ignorer des causes sociales, favoriser l'innovation ou maintenir des structures figées. Chaque décision prise par une personne fortunée a des répercussions au-delà de son cercle privé. Cette influence impose une vigilance éthique. La richesse, loin d'autoriser l'indifférence, exige une conscience élargie. Le riche ne peut se contenter de jouir de son confort matériel sans réfléchir aux conséquences de ses choix sur le tissu social. Carnegie insiste sur une distinction fondamentale entre possession légale et légitimité morale. La loi peut reconnaître le droit de propriété absolu, mais la morale introduit une dimension supplémentaire. L'argent accumulé n'est pas uniquement une récompense individuelle, il est aussi un instrument de transformation potentielle. Ignorer cette dimension revient à réduire la richesse à une simple accumulation quantitative, sans considération qualitative de son usage. Pour Carnegie, la grandeur d'un homme fortuné ne se mesure pas à la taille de son patrimoine, mais à la manière dont il l'administre.
Il compare implicitement le riche à un gestionnaire public privé. Cette formule paradoxale exprime bien son idée centrale. Le capitaliste prospère opère dans un système fondé sur l'initiative individuelle et la liberté d'entreprise. Cependant, les résultats de son activité dépassent le cadre strictement privé. Les profits réalisés proviennent d'échanges avec la collectivité, d'une demande sociale et d'une organisation économique collective. Dès lors, conserver la totalité de la richesse pour un usage personnel exclusif serait ignorer la dimension sociale de sa formation. La responsabilité consiste à reconnaître que l'on gère temporairement des ressources qui doivent, d'une manière ou d'une autre, retourner vers le bien commun. Cette vision ne repose pas sur la contrainte étatique ni sur l'obligation légale. Carnegie ne plaide pas pour la confiscation ou l'imposition forcée comme solution principale. Il mise sur la conscience individuelle et l'honneur moral. Selon lui, le riche éclairé comprend que sa position est unique et qu'elle lui offre une occasion rare de laisser une empreinte durable. Il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'une opportunité d'accomplissement supérieur. L'utilisation intelligente de la fortune procure une satisfaction morale plus profonde que la simple jouissance matérielle. La responsabilité dont il parle ne se limite pas à la charité ponctuelle. Elle implique une réflexion stratégique. Donner sans discernement peut créer dépendance et passivité. La véritable responsabilité consiste à investir dans des structures qui renforcent l'autonomie des individus. Soutenir l'éducation, la culture, la recherche ou les infrastructures permet de multiplier les opportunités plutôt que d'entretenir l'assistance. Le riche responsable agit comme un architecte social, cherchant à construire des fondations durables plutôt qu'à distribuer des solutions temporaires. Carnegie observe que la concentration de richesse entre les mains de quelques individus offre paradoxalement une efficacité d'action. Une grande fortune peut être mobilisée rapidement pour financer des projets ambitieux. Cette capacité d'intervention directe rend la responsabilité encore plus grande. Plus le pouvoir d'agir est important, plus l'obligation morale est forte. L'inaction ou l'indifférence deviennent alors des choix lourds de conséquences. Le riche ne peut prétendre à la neutralité. Sa simple décision de ne rien faire constitue déjà une orientation implicite de ressources qui aurait pu transformer des vies. Il aborde également la question de l'exemple. Les individus fortunés occupent souvent une position de visibilité sociale. Leur comportement influence les normes et les aspirations collectives. S'ils privilégient l'ostentation, la compétition matérielle et le luxe excessif, ils encouragent une culture de superficialité. S'ils adoptent une attitude de responsabilité, de mesure et d'engagement, ils contribuent à élever les standards moraux de leur époque. La richesse devient ainsi un instrument pédagogique indirect. Elle enseigne par l'exemple ce que signifie réussir et ce que signifie servir. La responsabilité morale inclut aussi la manière dont la fortune est transmise. Laisser une richesse massive sans orientation ni structure peut créer des équilibres et décourager l'effort chez les héritiers. Carnegie considère que l'accumulation doit être suivie d'une redistribution réfléchie. Le riche, en tant que gestionnaire temporaire, doit anticiper l'usage futur de ses ressources. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de planifier, de structurer et d'assurer que l'impact dépasse sa propre existence. Cette conception transforme radicalement l'image du capitaliste. Au lieu d'être perçu comme un accumulateur isolé, il devient un acteur central du développement social. Son succès financier lui confère une capacité d'intervention que peu d'autres possèdent. Cette capacité doit être orientée vers l'élévation collective. La richesse
cesse d'être un signe de séparation et devient un pont potentiel entre prospérité individuelle et progrès commun. Carnegie adopte une vision presque spirituelle de la responsabilité. Il suggère que la véritable noblesse réside dans l'usage éclairé du pouvoir. La fortune est une épreuve de caractère. Elle révèle la maturité morale de celui qui la détient. Certains choisiront la consommation personnelle, d'autres l'investissement dans des causes durables. Ce choix détermine la trace laissée dans l'histoire. L'argent peut disparaître, mais les institutions, les écoles, les bibliothèques et les infrastructures créées grâce à lui peuvent perdurer pendant des générations. Il reconnaît toutefois que cette responsabilité n'est pas toujours évidente à assumer. Elle exige réflexion, discernement et parfois renoncement à des satisfactions immédiates. Mais il soutient que l'accomplissement moral qui en découle dépasse de loin les plaisirs superficiels. La conscience d'avoir contribué à l'élévation d'autrui procure une forme de richesse intérieure plus stable que la possession matérielle. En définitive, affirmer que la richesse implique une responsabilité revient à redéfinir la notion même de succès. Le succès ne se mesure pas uniquement par l'accumulation, mais par la capacité à transformer l'accumulation en opportunité pour d'autres. La fortune devient un outil, un levier, un moyen. Elle n'est pas une fin en soi. Celui qui comprend cette vérité transcende la simple logique économique pour entrer dans une dimension éthique plus vaste. Carnegie propose ainsi une synthèse entre efficacité capitaliste et exigence morale. Il ne condamne pas l'enrichissement, mais il en élève le standard. Être riche, c'est accepter un rôle spécifique dans la société. C'est reconnaître que le pouvoir économique confère une mission implicite. C'est comprendre que l'on gère temporairement des ressources qui doivent servir un objectif plus large que le confort personnel. La responsabilité dont il parle n'est pas une contrainte extérieure, mais une exigence intérieure. Elle repose sur la conscience que toute grande fortune est inséparable du contexte social qui l'a rendue possible. En acceptant ce principe, le riche devient un administrateur éclairé, un bâtisseur d'institutions et un catalyseur de progrès. La richesse cesse alors d'être un simple signe de réussite individuelle pour devenir une force constructive orientée vers le bien commun. Leçon 3. Mourir riche est un échec moral. Dans The Gospel of Wealth, Andrew Carnegie avance l'une de ses idées les plus radicales et les plus provocatrices. Mourir en conservant une immense fortune constitue un échec moral. Cette affirmation choque parce qu'elle renverse l'idéal traditionnel de réussite. Beaucoup considèrent qu'accumuler une richesse considérable et la transmettre intacte à la génération suivante représente l'aboutissement d'une vie de travail. Carnegie, au contraire, voit dans cette accumulation finale non redistribuée un manquement grave à la responsabilité sociale. Pour lui, la grandeur d'un individu ne se mesure pas à ce qu'il laisse derrière lui sous forme d'argent, mais à ce qu'il a transformé de son vivant. Son raisonnement repose sur une idée simple mais puissante. La richesse n'est jamais un absolu personnel. Elle est produite dans un environnement social grâce à des structures collectives, à une main-d'œuvre, à un marché organisé et à un cadre juridique stable. Conserver l'intégralité d'une fortune jusqu'à la mort revient à ignorer cette dimension collective. L'argent accumulé devient alors un capital inerte, immobilisé dans un patrimoine, au lieu d'être un instrument dynamique au service du progrès. Carnegie considère qu'un homme véritablement éclairé comprend que sa mission ne consiste pas à mourir riche, mais à utiliser sa richesse pour élever la société
pendant qu'il en a encore la maîtrise. Il distingue 3 manières principales de disposer d'une grande fortune: la laisser à la famille, la léguer à des institutions publiques après la mort ou la distribuer intelligemment de son vivant. La première option, selon lui, comporte des risques évidents. Transmettre une fortune excessive à des héritiers peut affaiblir leur motivation, réduire leur ambition et créer une dépendance à un capital qu'ils n'ont pas eux-mêmes construit. La seconde option, bien qu'utile, prive le donateur de la possibilité de superviser et d'orienter l'impact réel de son argent. La troisième option, celle qu'il privilégie, permet aux riches d'exercer pleinement sa responsabilité morale en dirigeant activement la redistribution. Mourir riche signifie, dans cette perspective, avoir conservé jusqu'au dernier moment un pouvoir qui aurait pu être mis au service d'autrui. C'est une occasion manquée. Carnegie ne condamne pas la prospérité ni la réussite financière. Il condamne l'inaction morale. L'accumulation sans redistribution devient une forme de stérilité sociale. Elle reflète une conception étroite de la propriété, centrée uniquement sur la possession et non sur l'usage constructif. La véritable noblesse, affirme-t-il, réside dans la capacité à transformer la richesse en opportunité durable avant la fin de sa vie. Il faut comprendre que cette position n'est pas dictée par un rejet du capitalisme. Au contraire, Carnegie croit profondément au dynamisme économique et à l'initiative individuelle. Mais il estime que la réussite matérielle impose un devoir supérieur. La fortune offre une liberté exceptionnelle, celle de financer des projets ambitieux, de soutenir l'éducation, de créer des institutions culturelles, de favoriser la recherche et l'innovation. Attendre la mort pour transmettre cette capacité d'action revient à différer un bien qui aurait pu produire des effets immédiats et mesurables. Carnegie met également en avant la dimension symbolique de la redistribution de son vivant. Lorsqu'un homme fortuné choisit volontairement de consacrer une part significative de son patrimoine à des causes publiques, il envoie un message fort à la société. Il démontre que la réussite n'est pas uniquement une accumulation, mais un engagement. Ce geste renforce la confiance entre les différentes classes sociales et atténue les tensions liées aux inégalités. À l'inverse, conserver une immense fortune jusqu'au dernier jour peut alimenter le ressentiment et renforcer l'image d'un égoïsme insensible. Il aborde aussi la question du contrôle. Redistribuer de son vivant permet d'orienter précisément l'usage des fonds. Le donateur peut sélectionner les projets, suivre leur développement, corriger les erreurs et ajuster les stratégies. Cette implication directe assure une efficacité supérieure à celle d'un legs posthume, souvent soumis à des interprétations ou à des compromis. Le riche devient ainsi architecte actif de son héritage moral plutôt que simple auteur d'un testament. Pour Carnegie, la mort marque la fin de toute possibilité d'action consciente. Si la richesse reste intacte jusqu'à ce moment, elle cesse d'être un instrument personnel de transformation et devient un objet passif, soumis à la volonté d'autrui. La grandeur morale exige une intervention active et réfléchie. Il ne s'agit pas de se dépouiller inconsidérément, mais de planifier et d'agir avec discernement. La redistribution intelligente demande analyse, vision et stratégie. Elle suppose de comprendre les besoins réels de la société et d'y répondre de manière structurée. Cette conception implique également une transformation intérieure. Celui qui décide de ne pas mourir riche doit dépasser l'attachement instinctif à la possession. Il doit reconnaître que la sécurité matérielle ne constitue pas la finalité ultime de l'existence. L'argent, aussi abondant soit-il,
ne garantit ni la reconnaissance durable, ni l'accomplissement profond. En orientant sa fortune vers des projets collectifs, le riche donne un sens plus large à sa réussite. Il inscrit son action dans une temporalité qui dépasse sa propre vie. Carnegie voit dans cette démarche une forme d'immortalité morale. Les institutions créées, les écoles financées, les bibliothèques ouvertes au public deviennent des témoins durables de l'engagement du donateur. La mémoire d'un individu ne survit pas par la simple accumulation de chiffres, mais par l'impact concret qu'il laisse dans la société. Mourir riche sans avoir redistribué équivaut à emporter avec soi un potentiel non réalisé. À l'inverse, redistribuer intelligemment permet de transformer la richesse en héritage vivant. Il faut souligner que sa position s'inscrit dans un contexte historique particulier, marqué par de grandes fortunes industrielles et des tensions sociales croissantes. Pourtant, son message conserve une portée universelle. Il interroge la relation entre réussite individuelle et responsabilité collective. Il rappelle que la propriété privée, bien que légitime, ne dispense pas d'une réflexion éthique. La liberté économique doit s'accompagner d'une conscience morale proportionnelle à l'ampleur des moyens détenus. Carnegie ne propose pas une morale de culpabilité, mais une morale d'opportunité. Il invite les riches à considérer leur fortune comme un outil exceptionnel pour améliorer le monde. La redistribution de son vivant n'est pas un renoncement, mais un accomplissement supérieur. Elle exige courage et vision, car elle rompt avec l'idée traditionnelle de conserver jusqu'au bout ce que l'on a accumulé. Mais elle offre en retour une satisfaction plus profonde, celle d'avoir utilisé son pouvoir pour élever les autres. En affirmant que mourir riche est un échec moral, Carnegie provoque une réflexion sur le sens de la réussite. Il ne nie pas l'importance du travail, de l'effort et de l'initiative. Il reconnaît la valeur de l'entreprise et de la création de richesses. Mais il refuse de réduire l'existence à l'accumulation. La véritable mesure d'une vie ne réside pas dans le montant du patrimoine final, mais dans la qualité des transformations opérées grâce à ce patrimoine. Ainsi, la richesse devient un test de maturité morale. Celui qui la conserve jusqu'à la mort sans l'avoir orientée vers le bien commun révèle une vision limitée de son rôle social. Celui qui choisit de la redistribuer intelligemment de son vivant manifeste une compréhension plus large de sa responsabilité. La fortune cesse alors d'être un simple indicateur de réussite économique pour devenir un instrument de construction collective. En définitive, cette réflexion pousse à repenser la finalité de l'accumulation. Si l'objectif ultime est de mourir en laissant derrière soi une immense somme d'argent intacte, la richesse reste enfermée dans une logique individuelle. Si, au contraire, l'objectif est d'utiliser cette somme pour créer des opportunités durables avant la fin de sa vie, la réussite prend une dimension éthique et sociale. Carnegie invite ainsi chacun à dépasser la fascination pour la possession et à embrasser la mission plus exigeante de la redistribution consciente. Mourir riche n'est pas un triomphe. C'est la preuve qu'une puissance considérable n'a pas été pleinement mise au service du progrès humain. Leçon 4. L'héritage excessif détruit le mérite. L'une des positions les plus fermes défendues par Andrew Carnegie concerne la transmission de la richesse aux générations suivantes. Il considère que léguer une fortune immense à ses enfants n'est ni un acte de générosité éclairé, ni une preuve d'amour responsable. Au contraire, un héritage excessif risque d'affaiblir le caractère, d'éteindre l'ambition et de réduire la discipline personnelle.
Cette idée heurte une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle accumuler pour ses descendants représente l'ultime réussite. Pourtant, Carnegie soutient que la prospérité véritable d'une famille ne repose pas sur l'abondance passive, mais sur la capacité de chaque génération à développer ses propres forces. Pour comprendre cette position, il faut analyser la nature du mérite. Le mérite naît de l'effort, de la confrontation aux difficultés, de l'apprentissage progressif et de la responsabilité personnelle. Un individu qui construit sa propre réussite développe des qualités essentielles: résilience, prudence, sens des priorités, compréhension de la valeur du travail. À l'inverse, celui qui reçoit une richesse considérable sans avoir contribué à sa création peut manquer de repères. L'argent abondant, lorsqu'il n'est pas accompagné d'une formation morale solide, peut devenir un facteur de dispersion plutôt que d'élévation. Carnegie ne nie pas le droit d'un parent à assurer le confort et l'éducation de ses enfants. Il distingue toutefois entre soutien raisonnable et transfert massif de capital. Offrir une formation, transmettre des valeurs, garantir un départ stable dans la vie constitue un devoir légitime. Mais transmettre une fortune qui supprime toute nécessité d'effort peut créer une dépendance subtile. L'absence de contraintes économiques n'encourage pas toujours l'initiative. Elle peut engendrer l'inaction ou l'indifférence. La discipline se développe souvent dans la gestion de ressources limitées, dans la nécessité de choisir et de hiérarchiser. Il faut également considérer la dimension psychologique. Une personne qui sait qu'elle dispose d'une richesse abondante et inépuisable peut ressentir moins d'urgence à se dépasser. L'ambition se nourrit d'objectifs à atteindre et de défis à relever. Lorsque tout est déjà acquis, l'élan peut s'émousser. Carnegie estime que le développement du caractère exige une certaine tension constructive, une confrontation avec la réalité économique. L'héritage excessif atténue cette tension et peut freiner la maturation personnelle. Cette réflexion dépasse la simple question individuelle. Elle touche à l'équilibre social. Si les grandes fortunes se transmettent intégralement de génération en génération, elles risquent de créer des dynasties économiques fermées. La mobilité sociale peut se réduire, l'accès aux opportunités se concentrer entre quelques familles. Carnegie considère que le dynamisme d'une société repose sur la circulation des talents et la possibilité pour chacun de progresser par son effort. Un système figé par des héritages massifs peut ralentir cette circulation et accroître les inégalités structurelles. Il propose donc une approche mesurée. L'héritage doit être suffisant pour offrir stabilité et éducation, mais limité pour préserver la motivation individuelle. Cette modération favorise l'autonomie. Les enfants issus de familles aisées peuvent bénéficier d'une formation de qualité, d'un réseau social étendu et d'un capital culturel important. Ces avantages constituent déjà un héritage significatif. Ajouter à cela une fortune démesurée peut déséquilibrer le développement personnel. Carnegie souligne également que l'amour parental ne doit pas se confondre avec la protection excessive. Vouloir épargner à ses enfants toute difficulté peut sembler bienveillant, mais priver quelqu'un de l'expérience de l'effort revient parfois à le priver d'une source de croissance. La gestion de ressources limitées enseigne la prudence, la planification et la créativité. Elle forge le jugement. L'héritage excessif, en supprimant ces expériences, peut fragiliser le caractère. Il observe que de nombreuses fortunes dissipées en quelques générations illustrent ce phénomène. Les héritiers qui n'ont pas participé à la création de la richesse
peuvent manquer de compréhension des mécanismes économiques qui l'ont produite. Sans discipline ni vision, le capital peut être mal géré ou dilapidé. Ainsi, loin de protéger la prospérité familiale, un héritage massif peut l'exposer à une érosion rapide. La continuité durable repose davantage sur la transmission de valeurs que sur celle de sommes colossales. Carnegie adopte également une perspective morale plus large. La richesse accumulée par un individu résulte d'un contexte social collectif. La transmettre intégralement à une seule famille revient à retirer du circuit des ressources qui pourraient bénéficier à un plus grand nombre. Il estime que la redistribution réfléchie vers des projets éducatifs, culturels ou scientifiques produit un impact plus équitable. L'héritage modéré préserve l'équilibre entre soutien familial et responsabilité sociale. Cette position ne nie pas l'importance de la famille. Elle reconnaît simplement que l'amour parental ne doit pas compromettre l'intérêt général ni le développement individuel des descendants. Les enfants les plus favorisés disposent déjà d'avantages considérables: éducation, environnement stimulant, contact professionnel. Leur offrir en plus une fortune écrasante peut créer un décalage excessif avec le reste de la société. La modération contribue à maintenir une cohésion sociale et à encourager l'effort personnel. Il convient également d'examiner l'impact sur la perception du travail. Lorsque la richesse est reçue sans condition, le travail peut perdre sa signification. Or, l'activité productive ne se limite pas à la nécessité économique. Elle constitue un moyen d'expression, de contribution et d'accomplissement. L'héritage excessif peut réduire l'incitation à participer activement à la vie économique ou intellectuelle. En revanche, un soutien raisonnable combiné à la nécessité de construire sa propre voie favorise l'engagement et la créativité. Carnegie considère que la grandeur d'une famille ne réside pas dans la continuité d'une immense fortune, mais dans la capacité de chaque génération à renouveler son énergie et son ambition. La transmission de valeurs telles que l'intégrité, la discipline et le sens du devoir offre une base plus solide que celle d'un patrimoine financier colossal. L'héritage matériel doit soutenir ces valeurs, non les remplacer. Il existe également une dimension symbolique. Un parent qui choisit de limiter l'héritage envoie un message clair. La réussite doit être méritée et non simplement reçue. Ce message renforce la confiance en ses propres capacités. Les enfants comprennent que leur avenir dépend de leur engagement et de leur choix. Cette confiance favorise l'autonomie et l'innovation. La modération dans la transmission de richesses reflète une conception dynamique de la société. Elle encourage la mobilité, la compétition saine et la reconnaissance du mérite. Elle évite la cristallisation de privilèges excessifs. Carnegie ne propose pas une égalité forcée, mais une responsabilité équilibrée. L'héritage doit être un tremplin, non un substitut à l'effort. En définitive, affirmer que l'héritage excessif détruit le mérite revient à rappeler que la prospérité durable dépend du caractère plus que du capital. La richesse peut offrir des opportunités, mais elle ne remplace pas la volonté, la discipline et la créativité. En limitant la transmission financière et en investissant davantage dans l'éducation et le développement collectif, le riche agit à la fois en parent responsable et en citoyen conscient. L'équilibre entre soutien familial et devoir social préserve la vitalité individuelle et renforce la cohésion de la communauté. Leçon 5. La charité passive crée la dépendance. Carnegie insiste sur une vérité souvent méconnue.
L'acte de donner, lorsqu'il n'est pas structuré, peut paradoxalement nuire à ceux que l'on cherche à aider. La charité passive, celle qui consiste simplement à distribuer de l'argent ou des biens sans réflexion stratégique ni suivi, ne fait pas croître les individus. Elle les maintient dans un état de dépendance. Selon Andrew Carnegie, offrir de l'aide sans condition ou sans objectif précis équivaut à offrir une cage dorée. Le bénéficiaire reçoit un soulagement temporaire, mais perd l'occasion de développer ses propres capacités et sa responsabilité personnelle. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est souvent culturelle et mentale, et une aide mal conçue peut figer cette situation plutôt que la transformer. L'une des premières observations de Carnegie est que la société produit naturellement des inégalités et que les individus doivent apprendre à se prendre en main. La richesse accumulée par les plus fortunés constitue un outil puissant pour générer du bien collectif, mais cet outil doit être utilisé avec discernement. Distribuer des fonds sans planification ne stimule pas la créativité, ne développe pas le sens de l'initiative et ne favorise pas l'autonomie. Les individus qui reçoivent ce type de soutien peuvent finir par considérer l'aide comme un droit acquis, réduisant ainsi leur motivation à travailler, à apprendre et à progresser. Pour éviter cet écueil, Carnegie propose que la charité soit pensée comme un investissement dans le potentiel humain. Il ne s'agit pas simplement de transférer de l'argent d'une main à l'autre, mais de créer des systèmes qui permettent aux bénéficiaires de devenir autonomes. Les dons doivent soutenir l'éducation, la formation professionnelle, la création d'entreprises, l'accès à des ressources qui génèrent des revenus durables ou l'émergence de structures communautaires solides. Chaque action philanthropique doit être analysée selon son effet à long terme sur la capacité des individus à se prendre en charge. Carnegie illustre son propos en observant que de nombreuses fortunes ont été gaspillées à financer des aides ponctuelles, souvent spectaculaires, qui n'ont laissé aucune trace durable. Les bibliothèques publiques qu'il a créées, les institutions éducatives qu'il a soutenues ou les fondations qu'il a mises en place sont des exemples de charité structurée. Ces initiatives ne se contentent pas de soulager, elles transforment, elles éduquent, elles donnent des moyens concrets aux individus de changer leur destinée. L'effet est exponentiel. Un individu instruit ou formé devient capable de contribuer à son tour à la société, brisant le cycle de la dépendance. La charité passive, en revanche, a souvent pour effet de masquer les vrais problèmes. Distribuer de l'argent à des populations sans analyser les causes de leur pauvreté ou sans leur fournir les outils pour s'émanciper revient à traiter les symptômes plutôt que la maladie. Les bénéficiaires peuvent temporairement améliorer leur confort matériel, mais la vulnérabilité persiste et se reproduit à travers les générations. Carnegie insiste sur l'idée que la vraie philanthropie consiste à élever le niveau de l'homme dans son ensemble, pas seulement à remplir ses poches. Il souligne également que cette approche exige de la discipline et du courage de la part des donateurs. Il est plus facile de distribuer des fonds rapidement et sans réflexion, mais le véritable impact exige une vision à long terme, une planification méthodique et la patience d'accompagner les bénéficiaires vers l'autonomie. La philanthropie responsable transforme le rapport de force traditionnel entre le riche et le pauvre. Elle établit une relation de mentorat, d'encadrement et de responsabilisation. Carnegie met en garde contre la tentation de l'émotionnel. Les dons guidés uniquement par la sympathie ou la pitié, sans considération des conséquences à long terme, peuvent produire des résultats contraires à l'intention initiale. Une approche intellectuelle, structurée et orientée vers l'autonomie est essentielle.
La charité devient alors un levier de développement et non un simple soulagement temporaire. En définitive, la leçon est claire. La richesse, pour être utilisée correctement, ne doit pas nourrir la dépendance. Donner, ce n'est pas fournir un confort immédiat, c'est créer des opportunités pour que chacun puisse se développer, devenir responsable et autonome. La philanthropie, lorsqu'elle est pensée avec cette vision, devient un moteur de progrès social durable et une expression authentique de la responsabilité morale que Carnegie considère essentielle pour tout individu fortuné. Chaque action philanthropique doit viser à transformer, à instruire et à libérer, car seul un bénéficiaire capable d'agir par lui-même peut véritablement participer à la création d'un monde meilleur. Cette approche exige réflexion, patience et discipline, mais elle garantit que la richesse exerce son rôle le plus noble. Non pas celui de nourrir la passivité, mais celui de faire germer l'autonomie et le mérite dans chaque être humain touché. Leçon 6. Investir dans l'éducation et les institutions. Pour Carnegie, la philanthropie efficace ne réside pas dans les dons ponctuels ou dans les aides directes distribuées sans stratégie. Il insiste sur le fait que la véritable transformation sociale découle de l'investissement dans des structures durables et éducatives capables de toucher des générations entières. Les bibliothèques, universités, fondations et institutions de ce type offrent aux individus les outils pour s'élever intellectuellement, moralement et socialement. La richesse, lorsqu'elle est utilisée pour soutenir ces structures, produit un effet cumulatif et exponentiel. Chaque bénéficiaire instruit peut transmettre ses connaissances, créer de nouvelles opportunités et contribuer à l'amélioration de la collectivité. Carnegie observe que la pauvreté n'est pas seulement financière, elle est souvent liée à un manque d'accès à l'éducation et aux ressources de formation. Distribuer de l'argent à court terme peut soulager des besoins immédiats, mais cela ne change pas le potentiel des individus ni la dynamique à long terme de leur vie. En revanche, un investissement dans l'éducation élargit l'horizon des possibles et permet à chacun de devenir acteur de sa propre destinée. Les bibliothèques publiques, qu'il a soutenues massivement, sont un exemple parfait. Elles offrent un accès gratuit au savoir, à la culture et à l'information, permettant à ceux qui n'ont pas de moyens financiers d'acquérir les connaissances nécessaires pour progresser et s'émanciper. La mise en place de fondations et d'institutions durables permet également de structurer l'aide sur le long terme. Contrairement à la charité immédiate, ces structures ont la capacité de survivre à la vie du donateur et de continuer à produire des bénéfices pour la société bien après son décès. Carnegie souligne l'importance de concevoir chaque initiative philanthropique avec une vision claire et méthodique. Quels résultats attendons-nous? Quels bénéficiaires seront touchés et de quelle manière? Comment assurer que l'impact soit durable et non éphémère? Chaque investissement doit être réfléchi afin de maximiser son effet et de créer une transformation réelle et tangible. L'éducation, pour Carnegie, n'est pas simplement l'acquisition de savoirs académiques. Elle englobe la formation de l'esprit critique, la discipline personnelle et le développement de l'initiative. Ces qualités permettent aux individus de gérer leurs propres affaires, de contribuer activement à la société et d'éviter la dépendance à l'égard des aides ponctuelles. Ainsi, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'autonomie et dans la capacité des individus à générer de la valeur pour eux-mêmes et pour les autres. Les universités et autres institutions éducatives jouent également un rôle clé
dans la création d'un environnement intellectuel et culturel propice au progrès. Elle favorise l'innovation, la recherche et l'avancement scientifique. En soutenant ces institutions, la philanthropie de Carnegie dépasse le simple soutien individuel. Elle devient un levier de développement collectif, contribuant à l'émergence de sociétés plus éclairées, plus justes et plus compétentes. Carnegie met en avant la nécessité d'un plan à long terme. Les investissements doivent être structurés de façon à résister aux aléas économiques et sociaux, garantissant que la mission éducative et sociale se poursuive indépendamment des circonstances immédiates. Les institutions bien gérées, avec des missions claires et des ressources durables, permettent de maintenir un impact constant et évolutif sur la société. En parallèle, il insiste sur la sélection judicieuse des projets et sur la supervision attentive de leur mise en œuvre. Chaque dollar investi doit répondre à une logique de transformation réelle et durable. Il ne s'agit pas de multiplier les actions spectaculaires, mais de concentrer les efforts là où l'effet sera maximal, là où la richesse pourra véritablement produire un changement social profond et continu. Carnegie illustre son propos avec ses propres initiatives, bibliothèques publiques, écoles techniques et fondations. Ces institutions ont permis à des millions de personnes d'accéder à la connaissance, de se former et de participer activement à la société. La philanthropie devient ainsi un outil de progrès et d'émancipation et non un simple geste de charité superficielle. Investir dans l'éducation et les institutions exige patience, vision et rigueur. Chaque projet doit être conçu pour produire des effets durables, capables de toucher plusieurs générations. La philanthropie, dans ce modèle, est une stratégie de long terme qui élève la société tout entière. La richesse n'est plus un simple moyen de confort ou de prestige. Elle devient un instrument puissant pour transformer le monde, pour faire émerger des sociétés plus autonomes, plus instruites et plus responsables. En conclusion, Carnegie nous enseigne que le véritable usage de la richesse consiste à créer des institutions capables de générer un impact durable et collectif. L'aide directe, ponctuelle ou superficielle peut soulager, mais elle ne libère pas. L'investissement dans l'éducation et les structures durables transforme, autonomise et élève, permettant à la philanthropie de remplir sa véritable mission morale, améliorer la société en offrant aux individus les outils pour devenir acteurs de leur propre destin. Leçon 7. Le riche comme administrateur public-privé. Le riche, selon Carnegie, ne possède pas sa fortune de manière absolue. Il en est seulement le gestionnaire temporaire, chargé d'en faire un instrument de progrès pour la société. La véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler des capitaux, mais à savoir les diriger avec discernement et responsabilité. Chaque dollar détenu par un individu fortuné représente une puissance sociale qui, si elle est mal utilisée, peut générer inégalité, stagnation et dépendance. À l'inverse, une gestion réfléchie, éclairée et stratégique peut transformer cette richesse en moteur de progrès, d'éducation et de développement pour toute la collectivité. Carnegie insiste sur le fait que l'homme riche doit se considérer comme un administrateur plutôt que comme un simple propriétaire, et qu'il doit appliquer à sa fortune les mêmes principes de rigueur, d'efficacité et de vision à long terme qu'un dirigeant compétent appliquerait à une entreprise ou à une institution publique. L'administrateur privé doit faire preuve de jugement éclairé. Il ne s'agit pas de distribuer l'argent de manière impulsive ou émotionnelle, mais de comprendre les besoins réels de la société et d'allouer les ressources là où elles auront le plus d'effet.
Cela implique une analyse minutieuse, la connaissance des contextes sociaux et économiques, ainsi qu'une planification stratégique. Chaque décision concernant la dépense ou l'investissement de la richesse doit viser à produire un impact durable, à élever la collectivité et à stimuler l'initiative individuelle plutôt que de créer de la dépendance. Carnegie critique sévèrement ceux qui se contentent de donner de l'argent sans planification. Cette approche, qu'il qualifie de charité passive, ne fait que prolonger les problèmes existants et affaiblit la capacité des bénéficiaires à se prendre en charge. Être un administrateur public privé exige également une vision à long terme. L'homme riche doit se projeter au-delà de sa propre vie et envisager l'impact de sa richesse sur plusieurs générations. Les institutions qu'il soutient, bibliothèques, écoles, universités, fondations durables, doivent être conçues pour survivre à sa disparition et continuer à produire des bénéfices sociaux. Chaque projet philanthropique doit inclure des mécanismes de gouvernance et de suivi permettant de garantir la pérennité des résultats et l'efficacité de l'usage des fonds. Carnegie insiste sur la nécessité d'une responsabilité morale constante. La richesse n'est pas un privilège pour l'ego, mais une mission qui exige discipline, prudence et intégrité. La compétence d'un administrateur ne se limite pas à la planification. Elle inclut également la capacité de choisir les bons partenaires, de superviser les opérations et de corriger les erreurs. La philanthropie efficace n'est jamais chaotique ou improvisée. Elle est structurée, méthodique et axée sur des résultats concrets. L'homme riche doit développer une sensibilité à la justice, à l'équité et à l'efficacité, veillant à ce que chaque action serve le bien commun et maximise le potentiel de transformation positive. Cette approche transforme la richesse en un véritable levier social, où la responsabilité, le discernement et la vision remplacent la simple accumulation et l'usage superficiel. Carnegie souligne aussi que l'administrateur privé ne doit pas se contenter de gérer la richesse avec prudence, mais doit aussi cultiver un esprit éducatif et moral dans sa manière de l'utiliser. Les investissements doivent viser à autonomiser les individus, à créer des opportunités de formation et de développement personnel, et à renforcer les structures sociales qui permettent à chacun de s'élever par son propre mérite. Il ne s'agit pas de dominer ou de contrôler, mais de guider et de soutenir intelligemment, afin que la société entière bénéficie de la concentration des ressources dans les mains de ceux qui comprennent leurs responsabilités. Être un administrateur public-privé, c'est donc accepter que la richesse est un outil moral avant d'être un privilège personnel. La fortune devient un moyen de créer un impact réel et durable, de transformer des vies et d'élever des communautés. Chaque décision, chaque investissement, chaque don doit être orienté vers la construction de sociétés plus justes, plus instruites et plus autonomes. Carnegie établit ainsi un code éthique pour la gestion de la richesse. Il ne s'agit pas d'une simple liberté de disposer de ses biens, mais d'une mission de service public, une obligation morale qui transforme le riche en acteur conscient du progrès collectif. En conclusion, l'homme fortuné, lorsqu'il adopte le rôle d'administrateur public-privé, transcende l'idée de possession personnelle pour embrasser une responsabilité sociale totale. La richesse cesse d'être un simple attribut individuel pour devenir un instrument de transformation sociétale. Ce modèle exige rigueur, vision, compétence et intégrité, mais il est la condition indispensable pour que la fortune produise un impact véritablement positif et durable, et pour que le riche remplisse pleinement sa mission morale selon les principes éclairés de Carnegie. Leçon 8.
La philanthropie stratégique. La philanthropie, lorsqu'elle est pratiquée sans réflexion ni structure, risque de devenir superficielle et inefficace, voire contre-productive. Carnegie insiste sur le fait que donner de l'argent ne suffit pas. Il faut donner avec un plan, un objectif et une méthode qui assurent que les fonds investis produisent un effet réel et durable sur la société. La philanthropie stratégique transforme la richesse individuelle en un levier de transformation collective, là où la charité impulsive ne fait souvent que masquer temporairement les problèmes. Il s'agit d'anticiper les résultats, de mesurer l'impact et de choisir les projets qui peuvent réellement autonomiser et élever la collectivité plutôt que de créer une dépendance prolongée. Donner de façon stratégique implique une analyse profonde des besoins réels. Carnegie explique que chaque don doit répondre à une exigence sociale ou éducative précise et avoir une vision à long terme. Par exemple, investir dans des bibliothèques, des universités ou des institutions durables n'est pas seulement un acte de générosité. C'est une manière de créer des structures capables de servir plusieurs générations. Chaque projet philanthropique doit inclure un suivi, un contrôle et des mécanismes garantissant que l'argent utilisé atteint ses objectifs et ne se disperse pas dans des initiatives inefficaces. La philanthropie devient alors un véritable métier moral, où la richesse est un outil de progrès réfléchi et non une simple indulgence personnelle. L'organisation de la générosité exige également une planification cohérente avec les principes éthiques et les valeurs fondamentales de l'administrateur. Carnegie insiste sur la responsabilité de ceux qui possèdent les ressources. Ils doivent orienter leur action pour produire le plus grand bien possible, en tenant compte de l'autonomie des bénéficiaires et en évitant de créer des effets pervers. Chaque don doit être conçu pour encourager l'effort individuel, stimuler l'instruction et favoriser l'initiative personnelle plutôt que d'entretenir la passivité. Cette approche transforme le geste charitable en un instrument éducatif et social puissant, permettant à la société entière de bénéficier de l'intelligence et de la vision du riche. La philanthropie stratégique, selon Carnegie, n'est pas une question de prestige ou de reconnaissance publique. Il s'agit d'un engagement sérieux et réfléchi, où l'objectif principal est l'efficacité et la durabilité. Les dons doivent être pensés comme des investissements sociaux, mesurables et susceptibles de produire un effet multiplicateur dans le temps. Chaque action philanthropique doit viser à renforcer les institutions, à créer des opportunités d'apprentissage et de croissance, et à promouvoir la justice et l'équité dans la société. La philanthropie devient ainsi un acte de responsabilité morale, un prolongement de la fonction d'administrateur public-privé, où la richesse individuelle est mise au service de l'intérêt général. Pratiquer la philanthropie stratégique demande courage, discernement et vision. Il faut résister à l'envie de donner de manière impulsive ou émotionnelle et se concentrer sur les actions capables de produire des bénéfices durables. Carnegie met en garde contre la tentation de confondre générosité et irresponsabilité. Un don mal conçu peut produire des effets inverses, comme renforcer la dépendance ou nuire à la motivation des bénéficiaires. Au contraire, un don structuré, réfléchi et mesuré peut transformer des vies, créer des communautés solides et élever l'ensemble de la société. Ainsi, la philanthropie stratégique représente l'aboutissement logique de la pensée de Carnegie sur la richesse. Elle réunit responsabilité, vision et action efficace. Chaque dollar utilisé avec discernement devient un catalyseur de progrès. Chaque projet bien conçu devient un instrument d'autonomie et de développement durable.
La générosité ne se limite plus à la simple distribution de fonds. Elle devient une pratique consciente, méthodique et profondément morale, où la richesse est un vecteur de transformation réelle, capable d'élever la société tout en honorant la responsabilité morale de celui qui possède. En conclusion, la philanthropie stratégique, telle que la conçoit Carnegie, est la synthèse de toutes les leçons précédentes. Elle exige discernement, rigueur, planification et éthique. Donner avec intention, structure et objectifs clairs transforme la richesse en un outil de progrès tangible et durable. Le riche n'est plus un simple détenteur de fortune. Il devient un acteur conscient du changement social, capable de créer un héritage moral et pratique qui dépasse sa propre existence et influence positivement des générations entières. Leçon 9. Le capitalisme moral. Le capitalisme, selon Carnegie, n'est pas un système à rejeter. Il est la force motrice qui permet la création de richesses, l'innovation et le progrès. Cependant, ce capitalisme doit être discipliné par la responsabilité sociale et morale de ceux qui accumulent les ressources. La véritable réussite économique n'est pas seulement mesurée par l'abondance personnelle, mais par l'effet que cette richesse produit sur la société dans son ensemble. Carnegie insiste sur l'idée que l'homme fortuné détient un pouvoir considérable, mais que ce pouvoir comporte une obligation éthique, celui de servir le bien commun. Le capitalisme moral transforme donc la simple accumulation en un outil de développement humain et social. Accumuler une fortune ne suffit pas, il faut également en faire un usage qui transcende l'intérêt individuel. Le capitaliste moral comprend que sa richesse est temporaire, qu'elle est prêtée par la société et que son administration correcte consiste à investir dans des institutions durables, à soutenir l'éducation et à créer des opportunités pour ceux qui n'en disposent pas naturellement. Chaque décision financière doit être prise avec une conscience aiguë de son impact social. Carnegie met en garde contre l'usage égoïste ou purement spéculatif de la richesse, car cela ne produit pas de valeur durable et peut fragiliser la structure sociale. L'accumulation responsable devient alors un acte profondément moral, où la richesse est un levier de progrès collectif. Le capitalisme moral exige de ceux qui réussissent de dépasser les instincts naturels de la possession exclusive. La fortune ne doit pas être vue comme un simple privilège ou un droit héréditaire, mais comme un moyen de promouvoir le bien-être commun. Carnegie souligne que la concentration des richesses, si elle est guidée par une vision sociale, peut produire une plus grande justice et prospérité que la distribution aléatoire ou le laisser-faire absolu. L'homme riche devient ainsi un administrateur conscient, capable de créer des structures stables et de garantir l'accès aux ressources et à l'éducation pour les générations futures. La responsabilité morale dans le capitalisme implique également une vision stratégique à long terme. Carnegie insiste sur la planification des actions, la durabilité des investissements et l'évaluation continue de leur impact. Le capitaliste moral ne se contente pas d'accumuler ou de donner de manière impulsive. Il conçoit des programmes et des initiatives capables de produire un effet multiplicateur. Que ce soit par le financement d'universités, la création de bibliothèques, le soutien à la recherche ou le développement d'institutions durables, chaque action doit renforcer la société et offrir aux individus les outils pour devenir autonomes et responsables. Le capitalisme moral n'est pas une utopie abstraite. Il repose sur des principes concrets de discipline, de responsabilité et de vision. Carnegie démontre que la richesse peut être un moteur de progrès
si elle est dirigée avec conscience et intelligence. Il s'agit de transformer le capitalisme d'un système de simple compétition et accumulation en un instrument de développement humain, capable de corriger les inégalités tout en respectant les lois économiques. La morale devient le guide qui assure que la réussite individuelle produit des bénéfices collectifs et non seulement des profits privés. De plus, ce capitalisme conscient favorise la stabilité sociale. En utilisant leur richesse pour élever les autres, les hommes fortunés réduisent la pauvreté, stimulent la créativité et renforcent le tissu économique et culturel de la société. Chaque décision devient un acte de gouvernance morale, où l'efficacité financière est combinée à une vision humaniste. Carnegie insiste sur le fait que le capitaliste qui ignore cette dimension éthique fragilise non seulement la société, mais compromet également sa propre postérité et son héritage. Ainsi, le capitalisme moral, tel que défini par Carnegie, est une synthèse de toutes ces leçons précédentes. Il combine responsabilité, vision stratégique et action concrète. La richesse cesse d'être un simple privilège pour devenir un instrument de progrès, de justice et d'autonomie. L'homme riche est à la fois créateur et administrateur. Il produit de la valeur économique tout en s'assurant que cette valeur profite à la collectivité. Le capitalisme moral n'est pas un idéal inaccessible, mais une pratique possible pour tous ceux qui comprennent que la fortune implique un devoir envers la société et que la vraie richesse se mesure à l'impact positif durable qu'elle engendre. Le vrai usage de la richesse dépasse largement la simple accumulation de biens matériels. Selon Andrew Carnegie, l'acte de devenir riche n'est ni immoral ni honteux. Ce qui devient moralement répréhensible, c'est de conserver cette richesse pour soi, sans l'utiliser pour le bien de la société. La fortune n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un outil puissant, capable de produire un impact durable et positif sur la collectivité. Chaque dollar, chaque investissement, chaque décision financière peut soit renforcer les inégalités existantes, soit contribuer à élever des générations entières, à ouvrir des opportunités là où il n'y en avait pas, et à créer des institutions durables qui transcendent le temps. Carnegie insiste sur cette responsabilité morale que détient l'homme fortuné. La richesse n'est jamais strictement personnelle, elle est temporairement confiée à celui qui a su la générer, et il lui incombe de la mettre au service du progrès collectif. L'idée centrale de Carnegie est que la vraie grandeur d'un homme riche ne se mesure pas à la quantité de biens qu'il possède ni au luxe qu'il peut s'offrir, mais à l'effet positif et concret de sa fortune sur son environnement social. Posséder de l'argent sans conscience ni intention de transformation sociale équivaut à gaspiller un potentiel immense. Chaque action philanthropique réfléchie, chaque initiative qui améliore l'accès à l'éducation, qui soutient la culture, qui permet l'émancipation économique d'autrui, contribue à transformer la société. Ainsi, la richesse devient un levier, un outil stratégique capable de produire des changements durables. Carnegie montre que la philanthropie intelligente est non seulement un devoir moral, mais également une manière pragmatique de garantir la stabilité et le progrès de la communauté, tout en laissant un héritage qui dépasse la vie individuelle. Le message final de ce texte est clair et exigeant. L'homme riche doit comprendre que sa fortune n'est jamais un privilège absolu. Elle est temporaire, précieuse, et son usage détermine l'impact qu'il laissera derrière lui. L'accumulation pour elle-même, l'héritage excessif ou la charité passive ne créent pas de valeur durable et risquent de perpétuer les problèmes sociaux
qu'ils prétendent résoudre. Carnegie met en avant l'idée que l'action réfléchie, structurée et ciblée transforme la richesse en force constructive. C'est cette vision exigeante qui distingue le capitalisme moral de l'accumulation aveugle. Il ne s'agit pas de juger la fortune, mais de juger l'usage qui en est fait. Finalement, la conclusion de Carnegie nous invite à redéfinir notre rapport à l'argent et au pouvoir qu'il confère. La richesse, lorsqu'elle est correctement utilisée, devient une extension de l'éthique personnelle et sociale. Elle impose de penser en termes de conséquences, de durabilité et de transformation collective. L'homme qui comprend ce principe ne cherche pas simplement à accumuler, il cherche à amplifier le bien. Et c'est là que se mesure véritablement sa grandeur. Non pas dans ce qu'il conserve, mais dans ce qu'il redistribue intelligemment pour créer un impact durable qui profitera à tous, maintenant et pour les générations futures.